Un anesthésiste est arraché au bloc, l'ordre tombe. D'un courrier de convocation naît une bascule. Le Burkina Faso découvre que la ligne entre civil et militaire peut se réduire à une mission et que chaque métier devient une pièce d'un bouclier collectif. Quand Ibrahim Traoré inscrit cette mobilisation dans la loi, que reste-t-il de la neutralité des soignants, des étudiants, des techniciens, et pourquoi ce glissement trouble autant les villes qu'il galvanise les camps? La tension discrète devient le fil conducteur, et elle décidera de ce qui tient ou cède. Ce récit promet une lecture claire de ce qui est en train de se jouer au-delà de l'émotion suscitée par une convocation individuelle. Il s'agit de comprendre comment une décision juridique transforme une société entière en acteur de sa propre sécurité, et pourquoi ce déplacement redéfinit les attentes envers l'État. L'enjeu est concret. Saisir en quelques minutes comment la citoyenneté devient un service structuré, avec des effets immédiats sur les hôpitaux, les universités, l'administration et l'économie locale. À travers cette analyse, le public découvrira non seulement ce que la loi impose, mais aussi ce qu'elle exige psychologiquement des individus, entre adhésion, prudence et inquiétude. L'intérêt ne réside pas dans le spectaculaire, mais dans la mécanique. Comment un cadre légal, appliqué méthodiquement, peut resserrer le tissu social tout en exposant des fragilités nouvelles. Comprendre ces enjeux permet de dépasser les lectures simplistes et d'évaluer ce modèle pour ce qu'il est réellement, une tentative de reprise en main avec ses promesses et ses risques. En quelques semaines, plus de 3000 citoyens ont déjà achevé une formation civique et patriotique, signal d'une mobilisation qui dépasse le stade du discours. Cette donnée marque une rupture nette. Ce qui était perçu comme une orientation politique devient une mécanique active, mesurable, inscrite dans le quotidien. Ce basculement prend tout son sens avec la loi 029/2023, texte qui redéfinit juridiquement la frontière entre citoyens et soldats au Burkina Faso. Cette loi impose un service national aux Burkinabés âgés de 18 à 35 ans, transformant une logique de volontariat en obligation légale. Fonctionnaires, étudiants, techniciens et agriculteurs sont désormais intégrés dans une réserve nationale destinée à soutenir la défense intérieure. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce cadre est présenté comme un choix stratégique. Restaurer une souveraineté fragilisée par des années d'insécurité et par la dépendance à des appuis extérieurs jugés insuffisants. Le contexte éclaire la portée de cette décision. Les groupes armés progressent dans les zones rurales, érodent les institutions locales et fragmentent la cohésion sociale. Parallèlement, une partie croissante de la jeunesse exprime une lassitude vis-à-vis des interventions étrangères, perçues comme incapables d'apporter une stabilité durable. Dans ce climat, la loi agit comme un accélérateur. Elle transforme une attente diffuse en devoir formalisé. La convocation d'un médecin respecté agit alors comme une révélation. Elle montre que même les professions longtemps considérées comme protégées ne sont plus en dehors du dispositif. Ce geste rend visible la nouvelle architecture du pouvoir. L'État se réserve le droit de redéployer les compétences là où l'effort collectif l'exige. Pour beaucoup, c'est à cet instant que la loi cesse d'être abstraite et devient une expérience tangible. Ainsi, la mini-révélation n'est pas seulement juridique ou chiffrée, elle est symbolique. Elle indique que, sous Ibrahim Traoré, la citoyenneté n'est plus seulement un statut, mais une fonction active, appelée à s'exercer dans un cadre où la survie nationale prime sur les anciennes séparations entre sphère civile et sphère militaire. Dans les hôpitaux de la capitale, les premiers effets de la loi se font sentir bien avant toute statistique consolidée. Des équipes médicales racontent un climat mêlé de surprise et de retenue, non pas face à une pénurie immédiate, mais face à l'idée nouvelle que leur expertise peut être redéployée selon des priorités définies par l'État. Le rappel d'un anesthésiste, figure respectée et reconnue, agit comme un repère symbolique. Il montre que la compétence n'est plus seulement protégée par son utilité civile, mais intégrée dans un effort plus large. Un mécanisme comparable apparaît dans le monde universitaire. Des étudiants sur le point d'achever leurs examens apprennent qu'une immersion patriotique deviendra un passage obligé avant l'entrée dans l'enseignement supérieur. La réaction initiale oscille entre inquiétude et pragmatisme. Très vite, cependant, beaucoup comprennent que cette étape n'est plus un rite symbolique,
mais une préparation concrète à une participation directe ou indirecte à la stabilisation du pays. Certains enseignants, d'abord réticents, reconnaissent un effet inattendu. La clarification des attentes de l'État réduit la zone grise qui séparait jusque-là la vie académique de la réalité sécuritaire. Le rôle de l'université cesse d'être strictement intellectuel pour s'inscrire dans une trajectoire nationale plus explicite. Ces microcas révèlent un premier impact tangible. La transformation n'est pas seulement institutionnelle, elle est vécue. Les individus commencent à se repositionner mentalement, à réévaluer leurs choix professionnels et leur trajectoire personnelle à l'aune d'une obligation devenue structurelle. Ce déplacement progressif prépare le terrain à une dynamique plus large, où chaque profession devient un point d'ancrage potentiel du dispositif impulsé sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. Le déclenchement se produit au moment précis où la convocation du médecin devient publique. L'information circule rapidement, d'abord dans les cercles professionnels, puis bien au-delà. Les hôpitaux en parlent entre deux gardes, les marchés relaient la nouvelle, les radios locales s'en saisissent. En quelques heures, un acte administratif isolé se transforme en signal national. La loi cesse d'être un texte lointain. Elle prend un visage, une profession, une trajectoire interrompue. Pour beaucoup de citoyens, cette séquence marque la fin d'une distance confortable entre la politique de sécurité et la vie quotidienne. L'accélération suit presque immédiatement. Les citoyens comprennent que l'épisode n'est pas une exception, mais l'illustration d'une règle désormais opérationnelle. Les fonctionnaires sont appelés à se déclarer. Les entreprises reçoivent des directives de coopération. Les universités intègrent l'immersion patriotique dans leur calendrier. Chaque couche administrative ajoute une contrainte supplémentaire, rendant le système plus dense, plus mécanique. Ce n'est plus une mobilisation annoncée, mais une mobilisation qui avance par paliers successifs, recouvrant progressivement tous les secteurs. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le rythme se maintient. Les décrets s'enchaînent, les circulaires précisent les modalités, l'administration ajuste ses protocoles. Le discours officiel insiste sur une idée centrale. La souveraineté ne peut être reconstruite qu'à partir des ressources internes. Cette répétition n'est pas anodine. Elle vise à installer une cohérence narrative entre la contrainte légale et un objectif collectif présenté comme non négociable. Une partie de la jeunesse se reconnaît dans ce message, y voyant une rupture avec des années d'attente et de dépendance à des soutiens extérieurs jugés inefficaces. Les ondes de choc apparaissent alors dans des espaces très différents. Dans les camps d'entraînement, notamment à Kaya, les instructeurs observent un climat inattendu. Les recrues ne manifestent pas la résignation anticipée. Elles affichent au contraire une forme de loyauté active, nourrie par le sentiment de participer à un moment décisif de l'histoire nationale. Les témoignages évoquent un moral en hausse et une conviction partagée. La défense du pays ne peut plus reposer sur des acteurs extérieurs. Dans les centres urbains, la réaction est plus nuancée. Les professionnels redoutent les réaffectations imprévues. Les familles s'inquiètent pour la continuité des soins, de l'enseignement, des services essentiels. Quelques individus choisissent de quitter discrètement le pays. Ce mouvement reste numériquement limité, mais son écho est amplifié par les médias étrangers qui y voient le signe d'une pression excessive. L'image projetée à l'extérieur diverge ainsi de l'expérience vécue dans les camps. Face à ces tensions, l'État réagit en renforçant les obligations. L'évitement devient sanctionnable, mais le ton officiel se veut ferme sans être punitif. Les autorités insistent sur la responsabilité collective plutôt que sur la stigmatisation. Cette posture renforce la légitimité du dispositif auprès de ceux qui y participent déjà, créant une dynamique d'auto-renforcement. À ce stade, la séquence est claire. Un déclencheur symbolique, une accélération administrative, puis des ondes de choc sociales et politiques. La mobilisation cesse d'être un événement ponctuel. Elle devient un processus continu qui redéfinit les repères, impose un nouveau tempo à la société et installe durablement la doctrine portée par Ibrahim Traoré au cœur du fonctionnement national. Au départ, la mobilisation relevait d'un principe. Aujourd'hui, elle s'exprime par des volumes mesurables qui indiquent un changement d'échelle. Plus de 3000 citoyens ont déjà achevé une formation civique et patriotique, signale que le dispositif est passé du cadre normatif à une exécution soutenue.
Ce premier chiffre sert de point de départ et son évolution rapide constitue le écart que les autorités mettent en avant pour démontrer la capacité d'absorption du système. Ce volume ne se limite pas à une agrégation abstraite. Il se décline par secteur et révèle une logique de réaffectation ciblée. Dans l'administration publique, 2000 fonctionnaires ont pris part à une immersion destinée à uniformiser la compréhension des responsabilités collectives. L'objectif affiché n'est pas de transformer des agents civils en combattants, mais de créer une cohérence opérationnelle entre services publics et priorités sécuritaires. Pour les responsables qui encadrent ces sessions, l'effet est double. Les participants reviennent avec une discipline accrue et une vision plus structurée de leur rôle, tout en prenant la mesure des contraintes réelles auxquelles l'État est confronté. Un troisième indicateur complète ce tableau. Plus de 600 stagiaires ont été formés dans des métiers techniques indispensables à la reconstruction, notamment la menuiserie, la mécanique et certaines spécialités liées à l'énergie. Pris isolément, ce chiffre pourrait paraître modeste. Mis en perspective avec l'état des infrastructures dans les zones affectées par l'insécurité, il acquiert une portée stratégique. Les villages et les corridors miniers, affaiblis par des années de pression, manquaient cruellement de compétences opérationnelles. La formation de ces cohortes vise à répondre à ce déficit sans détourner systématiquement les profils vers la ligne de front. L'articulation de ces trois ensembles de données révèle une logique d'ensemble. Les chiffres ne servent pas uniquement à légitimer la contrainte légale, ils structurent en un récit de montée en puissance progressive. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la mobilisation est présentée comme un système adaptatif capable d'orienter les compétences là où elles produisent le plus d'effets. Cette approche cherche à concilier obligation et efficacité, en évitant une ponction aveugle des secteurs essentiels. Les critiques internationales soulignent cependant les limites potentielles d'une lecture strictement quantitative. Même des indicateurs positifs peuvent masquer des tensions latentes, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. La question centrale devient alors celle de la soutenabilité. Jusqu'où le système peut-il absorber des volumes croissants sans provoquer de déséquilibre durable ? Les autorités répondent en mettant en avant la flexibilité des réaffectations et l'existence de mécanismes d'ajustement, mais ces éléments restent étroitement dépendants de la capacité administrative à suivre le rythme. Du côté interne, les données nourrissent une perception différente, surtout chez une partie de la jeunesse. Pour beaucoup, ces chiffres représentent la première preuve tangible d'un projet national concret, après des années de promesses perçues comme abstraites. Le passage de quelques centaines à plusieurs milliers de participants est interprété comme un signe d'irréversibilité. La mobilisation n'est plus une hypothèse, elle devient un fait social mesurable. Ainsi, les preuves chiffrées ne tranchent pas le débat, elles le déplacent. Elles montrent une dynamique en cours, ni totalement stabilisée, ni chaotique, où chaque progression quantitative entraîne des exigences qualitatives nouvelles. C'est dans cet écart entre point de départ et écart que se joue la crédibilité du modèle impulsé par Ibrahim Traoré, et c'est aussi là que s'accumulent les attentes comme les inquiétudes. La première lecture critique, largement relayée à l'extérieur, présente la mobilisation nationale comme un glissement préoccupant vers une militarisation généralisée. Selon cette analyse, l'extension du service obligatoire à l'ensemble des professions brouille dangereusement la frontière entre civils et militaires. Les secteurs essentiels, en particulier la santé et l'éducation, risqueraient de s'affaiblir si les réaffectations devenaient trop fréquentes ou mal coordonnées. Les départs discrets de certains professionnels, bien que limités en nombre, sont cités comme des signaux avant-coureurs d'une pression sociale susceptible de s'amplifier avec le temps. À long terme, cette lecture redoute la constitution d'un appareil de mobilisation difficile à contenir, dont la logique sécuritaire finirait par dominer les impératifs civils. La seconde lecture, défendue par les autorités et par une partie des acteurs internes, avance une interprétation différente. Elle souligne que le pays évolue dans un contexte d'insécurité prolongée où les cadres classiques ont montré leurs limites. Dans cette perspective, la mobilisation n'est pas conçue comme une extraction aveugle de compétences, mais comme une réorganisation fonctionnelle. Des médecins sont redéployés vers des cliniques rurales plutôt que vers le front, des ingénieurs renforcent des infrastructures fragilisées, des formateurs civils transmettent des savoir-faire techniques aux nouvelles cohortes.
Pour les partisans de cette approche, l'objectif porté par Ibrahim Traoré est pragmatique. Bâtir une souveraineté opérationnelle à partir des ressources internes, faute de garanties extérieures durables. La réponse argumentée s'appuie alors sur les données disponibles. Les chiffres montrent une montée en puissance progressive, non une mobilisation brutale. Le dispositif combine contraintes légales et marge d'ajustement, avec des mécanismes de transfert et d'exemption ciblés. Cela ne supprime pas les tensions, mais suggère une interaction plus nuancée qu'un simple basculement autoritaire. Les résultats observés dans certaines zones, comme l'amélioration du moral des recrues ou le renforcement de capacités techniques locales, indiquent que le système produit déjà des effets différenciés. La synthèse réaliste se situe entre ces deux pôles. Les critiques mettent en lumière des risques structurels réels, notamment en cas de saturation administrative. La défense du modèle rappelle, quant à elle, les contraintes stratégiques auxquelles le pays est confronté. Le débat ne porte donc pas sur une réussite ou un échec immédiat, mais sur la capacité du dispositif à s'ajuster dans la durée. C'est dans cet équilibre instable entre nécessité sécuritaire et préservation du tissu civil que se joue la crédibilité de la trajectoire engagée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. La mobilisation nationale révèle désormais une fracture discrète mais que structurante. Elle avance à deux vitesses. D'un côté, les camps d'entraînement concentrent une adhésion active, nourrie par le sentiment de participer à une mission historique. De l'autre, les centres urbains expriment une prudence persistante, façonnée par la crainte des réaffectations et par l'incertitude qui pèse sur la continuité des services essentiels. Ce contraste modifie la lecture globale du dispositif. La cohésion observée dans les camps ne se diffuse pas mécaniquement dans les villes. Elle produit un noyau de loyauté solide, mais laisse en périphérie des groupes qui évaluent encore le coût personnel de l'engagement. Cette dissymétrie explique pourquoi la mobilisation peut apparaître simultanément comme un facteur d'unité et comme une source de tension. Pour les observateurs internationaux, cette révélation médiane éclaire l'ambiguïté du modèle porté par Ibrahim Traoré. L'énergie collective qui se cristallise dans certains espaces peut devenir un levier puissant de stabilisation. Mais si elle s'étend plus vite que les capacités d'absorption des institutions civiles, elle risque de générer des frictions durables. La question n'est donc plus seulement celle de la légitimité de la loi, mais de son rythme d'application. Cette lecture à deux vitesses devient le point de bascule de l'analyse. Elle oblige à abandonner les jugements univoques et à considérer la mobilisation comme un processus différencié dont les effets varient selon les territoires, les professions et les trajectoires individuelles. C'est à partir de ce constat que les conséquences concrètes peuvent être évaluées avec plus de précision. Pour l'État, la mobilisation produit d'abord un effet institutionnel mesurable. Les administrations publiques, après les immersions obligatoires, fonctionnent avec une discipline accrue et une chaîne de décision plus resserrée. Les autorités observent une meilleure coordination entre services civils et priorités sécuritaires, ce qui réduit les délais de réaction dans les zones sensibles. Cette continuité opérationnelle renforce la présence étatique là où elle s'était érodée. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État cherche ainsi à passer d'une posture défensive fragmentée à une capacité d'action plus cohérente, même si cette centralisation accroît la pression sur l'appareil administratif. Pour les entreprises et l'économie locale, l'impact est plus ambivalent. Les sociétés privées doivent s'adapter à des rotations de personnel imposées par la loi, ce qui complique la planification et ralentit parfois la production. Toutefois, certains secteurs bénéficient directement du dispositif. La formation de plus de 600 stagiaires dans des métiers techniques renforce des filières fragilisées, notamment dans la mécanique, la menuiserie et l'énergie. Dans les zones minières et agricoles, une amélioration progressive de la sécurité favorise une reprise prudente des activités. L'économie ne se transforme pas radicalement, mais elle retrouve des conditions minimales de stabilité, conditions préalables à toute croissance durable. Pour les citoyens, l'effet des d'abord sorciers est d'abord social et psychologique. Les familles intègrent désormais l'obligation de service dans leurs décisions quotidiennes. Les parents oscillent entre fierté et inquiétude, conscients que l'engagement de leurs proches s'inscrit dans une logique nationale, mais redoutant les réaffectations vers des régions exposées.
Chez les jeunes mobilisés, l'expérience est souvent vécue comme une première occasion tangible de contribuer à un projet collectif. Cette divergence de perception explique la coexistence d'une adhésion active et d'une prudence persistante au sein de la société. Pour les territoires, enfin, les conséquences sont les plus visibles. Dans certaines zones du Sahel et le long des corridors longtemps délaissés, les autorités constatent une amélioration progressive de la stabilité. Les gains territoriaux restent modestes, mais ils sont mesurables, avec une augmentation du contrôle gouvernemental de 70,89% à 72,7%. Ce écart, limité en apparence, signale néanmoins le retour d'une présence étatique concrète. Les populations locales observent des services réapparaître et des infrastructures être progressivement réparées grâce aux compétences réaffectées. Prises ensemble, ces effets dessinent un tableau contrasté. La politique portée par Ibrahim Traoré génère simultanément cohésion, contrainte et recomposition. Elle ne résout pas toutes les fragilités, mais elle produit des résultats concrets qui modifient les équilibres existants. Les conséquences ne sont ni uniformes ni définitives. Elles varient selon les groupes et les territoires. C'est précisément cette diversité d'impact qui permet d'évaluer la mobilisation non comme un slogan, mais comme un processus en cours, aux effets tangibles et encore réversibles. D'abord, un scénario central se dessine. Il prolonge les tendances déjà observées sans rupture majeure. La mobilisation continue de s'étendre à un rythme soutenu, tandis que les institutions ajustent progressivement leurs circuits internes. Les administrations conservent la discipline acquise lors des immersions, et les filières techniques bénéficient encore des compétences formées. Les zones rurales gagnent en stabilité de manière graduelle, sans basculement spectaculaire. Les tensions urbaines persistent cependant, alimentées par l'incertitude des réaffectations et par la crainte d'une pression durable sur les services essentiels. Ce scénario maintient un équilibre fragile, où la cohésion progresse sans effacer les inquiétudes. Ensuite, un scénario plus favorable apparaît. Il repose sur l'amplification des dynamiques positives. Les formations civiques et techniques gagnent en efficacité, permettant une meilleure allocation des compétences et une absorption plus fluide des cohortes mobilisées. Les gains territoriaux se consolident dans certaines régions sensibles, renforçant la légitimité du dispositif. Les milieux professionnels, initialement prudents, commencent à percevoir la réaffectation comme un mécanisme structuré plutôt qu'une menace. Sous cette hypothèse, la doctrine portée par Ibrahim Traoré s'impose comme un cadre de référence, réduisant les départs isolés vers l'étranger et améliorant la perception internationale du pays. La mobilisation devient alors un vecteur d'unité durable. Enfin, un scénario plus risqué est à considérer. Il envisage une accumulation de déséquilibres. Si les réaffectations se multiplient sans coordination suffisante, certains secteurs clés pourraient s'affaiblir, notamment la santé et l'éducation. Les familles, déjà sous tension, réagiraient plus vivement et les départs discrets gagneraient en ampleur. Cette dynamique nourrirait une lecture externe plus critique, accentuant les pressions diplomatiques. Dans les régions exposées, une fatigue progressive des personnels mobilisés pourrait ralentir les gains sécuritaires, créant un effet domino sur la cohésion interne. Ce scénario n'implique pas un effondrement immédiat, mais une trajectoire plus coûteuse à corriger. Face à ces trois chemins, une recommandation analytique s'impose. La mobilisation doit être pensée comme un système dynamique, évalué en continu, plutôt que comme un verdict figé. La question clé n'est pas seulement ce qu'elle produit à court terme, mais ce qu'elle exige des institutions pour rester soutenable. La capacité d'ajustement devient ainsi l'indicateur décisif des mois à venir. Pour de nombreuses familles, la mobilisation nationale se traduit d'abord par une présence accrue de l'État dans l'intimité du quotidien. Les parents évaluent désormais les choix scolaires et professionnels à travers la possibilité d'une réaffectation. Une admission à l'université, un poste dans l'administration ou un emploi technique ne sont plus perçus comme des trajectoires linéaires, mais comme des parcours susceptibles d'être interrompus ou redirigés. Cette incertitude alimente une vigilance constante, mêlant résilience et appréhension.
Du côté des professionnels, l'expérience est marquée par un double mouvement. D'un côté, la continuité des services doit être assurée malgré les rotations et les immersions obligatoires. De l'autre, beaucoup reconnaissent que ces passages modifient durablement la culture interne des institutions. La discipline acquise renforce l'efficacité opérationnelle, mais elle interroge la frontière entre devoir civil et participation à un dispositif de défense élargi. Cette ambivalence devient un trait structurant des milieux urbains, où l'adhésion n'exclut pas la prudence. Chez les jeunes mobilisés, le rapport est souvent plus direct. Pour beaucoup, l'engagement représente la première occasion concrète de contribuer à un projet national après des années d'insécurité vécues à distance. La cohésion observée dans les camps crée un sentiment d'utilité et d'appartenance qui contraste fortement avec les inquiétudes exprimées en ville. Cette expérience façonne des identités nouvelles, où l'effort collectif devient une source de reconnaissance personnelle. Ces trois registres, famille, professionnel, jeunes, montrent que la mobilisation ne produit pas une réponse uniforme. Elle impose des arbitrages permanents entre sécurité, continuité civile et aspiration individuelle. En rendant ces choix inévitables, le dispositif transforme la relation entre citoyens et État. Le public comprend alors que la politique nationale ne se limite pas à des chiffres ou à des décrets, mais qu'elle s'inscrit dans des décisions concrètes qui redessinent les priorités de chaque foyer. Pour commencer, il s'agit de renforcer la coordination entre institutions civiles et structures de défense. Les administrations doivent disposer de circuits de remontée d'informations plus précis afin d'anticiper les besoins réels avant toute réaffectation. L'objectif est d'éviter les décisions à l'aveugle et de préserver la stabilité des services essentiels. Des indicateurs simples, comme la continuité des soins ou la régularité des enseignements, deviennent des repères centraux pour ajuster le dispositif en temps réel. Puis, l'attention se porte sur la structuration de la formation civique et technique. Plutôt que des immersions longues et ponctuelles, les autorités peuvent privilégier des cycles plus courts mais répétés, capables d'absorber des volumes variables sans déséquilibrer les institutions. Le suivi des compétences acquises par cohorte permettrait de mesurer l'impact concret sur les infrastructures et de corriger rapidement les manques. Cette logique transforme la mobilisation en un processus modulaire, plus souple face aux contraintes du terrain. Après cela, il faut aussi penser le déploiement territorial. Les autorités locales doivent travailler étroitement avec les unités de coordination pour orienter les compétences civiles vers les zones où les besoins sont immédiats. Dans les régions rurales et les corridors fragilisés, la priorité devient la continuité des services de base, condition indispensable à la stabilisation. La présence étatique se mesure alors moins par des effectifs que par la régularité des fonctions restaurées. Un autre point important concerne la gestion des tensions urbaines. Les familles et les milieux professionnels ont besoin d'une information claire et prévisible sur les rotations. Une communication cohérente réduit les incertitudes qui alimentent les départs isolés et renforce l'acceptabilité du dispositif. L'indicateur clé devient la stabilisation des effectifs dans les centres urbains. Enfin, l'ensemble de cette feuille de route doit rester cohérent avec la doctrine portée par Ibrahim Traoré. La mobilisation est présentée comme un système adaptatif, non comme une contrainte figée. Sa réussite dépendra de la capacité de l'État à concilier cohésion nationale, continuité civile et progression sécuritaire, sans sacrifier l'un au profit exclusif des autres. L'image du scalpel abandonné au profit d'une convocation officielle continue de traverser les récits, bien au-delà de l'épisode qui l'a fait surgir. Elle s'est imposée comme un symbole involontaire de la transformation en cours, rappelant que la mobilisation nationale ne s'exprime pas seulement par des lois ou des chiffres, mais par des trajectoires individuelles soudain redéfinies. Ce contraste initial entre compétences civiles et obligations collectives résume la tension qui structure désormais la vie publique. Au fil des mois, ce motif revient dans les témoignages. Les professionnels évoquent la même hésitation, les familles la même inquiétude contenue, les jeunes mobilisés la même fierté mêlée de gravité.